Pour le 3e jeudi de suite, je me réveille dans un lit vide. Henri n'est pas là, et ce vide me surprend chaque matin. 48 ans ensemble, et maintenant, il ne reste que le creux de son oreiller et le silence. Je tends la main vers la table de chevet, cherchant mes lunettes à tâtons. Il est 7 heures du matin. Henri se levait toujours le premier pour nous préparer le café. Maintenant, je n'en fais qu'une seule tasse, et son goût est complètement différent. Nathan et Véronique doivent venir aujourd'hui. C'est leur 3e visite en 2 semaines, une fréquence sans précédent. Avant la mort d'Henri, ils venaient au mieux une fois par mois, généralement quand ils avaient besoin de quelque chose. Pourquoi tout cet intérêt soudain? Je sors lentement du lit, sentant mes articulations me faire mal. 76 ans, ce n'est pas rien. La maison près d'Aix-en-Provence, qu'Henri et moi avons achetée il y a 30 ans, me paraît soudain immense. 2 étages, 4 chambres, un salon avec une cheminée. Tout pour la grande famille que nous n'avons jamais eue. Seulement Nathan, notre fils unique, qui a toujours tenu de son père, non seulement par le physique mais aussi par le caractère, tout aussi têtu et ambitieux. Sauf que l'ambition d'Henri était associée au travail acharné, tandis que celle de Nathan était combinée à l'attente que tout lui tombe tout cuit dans le bec. En descendant les escaliers, je m'agrippe à la rampe plus fort que d'habitude. Hier, après le dîner préparé avec ce que Véronique avait laissé, j'ai de nouveau eu la nausée. Peut-être que la nourriture n'est pas fraîche. Mais Véronique insiste toujours sur le fait qu'elle achète tout au supermarché le plus cher. Il n'y a que le meilleur pour toi, Eva, dit-elle avec un sourire qui n'atteint jamais ses yeux. Dans la cuisine, j'ouvre le réfrigérateur et soupire en voyant des boîtes soigneusement rangées, étiquetées « Petit déjeuner jeudi »,« Déjeuner jeudi » et « Dîner jeudi ». Véronique a transformé mon frigo en une sorte d'armoire à pharmacie. Pas besoin de cuisiner, Eva. J'ai tout fait. Il suffit de réchauffer, m'avait-elle dit lors de sa dernière visite, en me regardant avec une expression qui se voulait bienveillante. Mais j'ai été institutrice pendant 35 ans, je sais reconnaître la fausse sollicitude quand je la vois. Je sors la boîte du petit déjeuner, mais au lieu de la réchauffer, j'en jette le contenu à la poubelle. Aujourd'hui, je vais me faire des toasts à l'avocat comme je les aime. Pas ce porridge sans goût que Véronique a décidé, pour une raison obscure, que je devais manger. Pendant que le grille-pain fonctionne, je regarde par la fenêtre notre jardin. Henri a toujours été fier de son jardin. Maintenant, les rosiers sont un peu sauvages et la pelouse a besoin d'être tondue. Peut-être que je demanderai au fils des voisins de m'aider. Nathan a suggéré d'engager un jardinier, mais j'ai refusé. Ce serait une autre partie de notre vie avec Henri qui disparaîtrait. Après le petit déjeuner, qui s'est déroulé sans nausée ni vertige, je décide de ranger un peu avant l'arrivée de Nathan et Véronique. Non pas que la maison soit en désordre. Je l'ai toujours gardée propre, mais je voulais occuper mes mains et mon esprit. En époussetant les photos sur la cheminée, je m'arrête sur notre photo de mariage avec Henri. C'est en 1976, nous sommes si jeunes et pleins d'espoir. Son bras est autour de ma taille et mes yeux sont tournés vers lui, pas vers l'objectif. Nous étions heureux. La sonnette me fait sursauter. Je n'ai pas entendu la voiture arriver. En regardant l'horloge, je suis surprise. Il n'est que 11 heures. Ils viennent d'habitude pour le déjeuner. Maman. Nathan entre sans attendre mon invitation dès que j'ouvre la porte. Véronique le suit avec un grand sac de courses. On a décidé de venir plus tôt, explique-t-elle avec ce même sourire forcé. Je voulais préparer le déjeuner ici, quelque chose de frais. Tu n'aurais pas dû te donner cette peine, je réponds, mais il se dirige déjà vers la cuisine. Nathan est comme d'habitude. Chemise chère, coupe de cheveux à la mode, montre qu'il exhibe constamment en retroussant ses manches. Il est vendeur de voitures et aime paraître plus prospère qu'il ne l'est vraiment. Je sais par Henri qu'ils ont des dettes, des crédits auto et une maison qu'ils ne peuvent pas se permettre. Mais Nathan a toujours voulu paraître plus riche que ses voisins. Véronique commence à déballer les courses, les disposant méthodiquement sur le plan de travail. « Comment te sens-tu, Eva ?» demande-t-elle sans me regarder. « Bien », je réponds, décidant de ne pas mentionner la nausée d'hier. J'ai préparé mon petit déjeuner moi-même aujourd'hui. Ses mains s'immobilisent un instant au-dessus de l'oignon qu'elle s'apprêtait à hacher. « Vraiment ? Et les boîtes que je t'avais laissées ? » J'avais envie de toast, je réponds simplement. Véronique échange un regard rapide avec Nathan. « Mais, maman, intervient-il. Véronique te prépare des plats adaptés. À ton âge, tu dois faire attention à ce que tu manges. »
À mon âge, je répète, sentant une pointe d'irritation. Je suis assez grande pour décider de ce que je mange. Nathan soupire avec cette même expression, un mélange d'agacement et de condescendance qu'il a depuis l'adolescence. Très bien, fais comme tu veux. Je vais vérifier le toit. Papa disait que les tuiles fuyaient peut-être. Il part, me laissant seule avec Véronique, qui a déjà commencé à cuisiner. Elle se déplace toujours avec une sorte de précision mécanique, comme si elle accomplissait une tâche plutôt que de cuisiner avec amour. Je me souviens de ma mère qui disait « On peut en dire long sur une personne à la façon dont elle cuisine. » Véronique cuisine comme un robot. « Je peux t'aider ?» je propose en m'approchant. « Non, non, assieds-toi. »« Repose-toi » répond-elle vivement, comme si elle craignait que je voie quelque chose dans sa façon de faire. Je m'assieds à la table de la cuisine et je l'observe. Véronique sort des pots d'épices de son sac. « Qu'est-ce que c'est ?» je demande. « Juste des épices pour donner du goût », répond-elle sans se retourner. Je les emporte toujours avec moi. Il y a trop de sel dans les épices du commerce. Je hoche la tête, bien que je trouve étrange qu'elle n'utilise pas les épices de mon placard. Henri était un grand amateur de cuisine, et nous avons toute une collection d'assaisonnements divers. Pendant que Véronique cuisine, j'entends Nathan marcher à l'étage. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Le toit se vérifie de l'extérieur, pas de l'intérieur. Je me lève avec difficulté. Je vais voir ce que fait Nathan. Il ne fait que regarder la maison, dit rapidement Véronique. Tu ferais mieux de t'asseoir. Le déjeuner est presque prêt. Mais je me dirige déjà vers les escaliers. En arrivant à l'étage, j'entends Nathan ouvrir et fermer les placards dans la chambre que nous partagions, Henri et moi. Je m'approche sans bruit et le vois fouiller dans des papiers dans le tiroir du bureau. « Qu'est-ce que tu cherches ?» je demande, et il sursaute. « Maman, tu m'as fait peur », dit-il en fermant rapidement le tiroir. Je cherchais juste les papiers d'assurance de la maison. Je voulais vérifier que tout était en ordre avec la couverture. Les papiers d'assurance sont dans le bureau en bas, je réponds. Dans le meuble de classement, tu le sais. Nathan a l'air un peu gêné, mais retrouve vite son assurance. Oui, bien sûr. J'avais oublié. Descendons. Véronique a dû finir de préparer le déjeuner. Il passe à côté de moi, me tapotant l'épaule comme si j'étais une enfant. Je reste un moment dans la chambre, m'approchant du bureau. Que cherchait-il vraiment? Je vérifie le tiroir. Il y a un dossier avec nos testaments, le mien et celui d'Henri. Voilà donc ce qui intéressait Nathan. Quand je descends, le déjeuner est déjà sur la table. Véronique dresse les assiettes. Une soupe de poulet qui sent délicieusement bon, mais qui, pour une raison que j'ignore, me met mal à l'aise. « Assieds-toi, Eva », dit-elle avec un sourire. « J'ai fait ta soupe préférée. » Je ne me souviens pas lui avoir jamais dit que la soupe de poulet était ma préférée. En fait, je préfère la soupe de tomates, mais je m'assieds et prends une cuillère. La soupe a l'air bonne, mais quelque chose me perturbe. « Prends tes médicaments d'abord, maman », dit Nathan en posant un verre d'eau et des pilules devant moi. « Quels médicaments? Je ne me souviens pas que le docteur Moreau m'ait prescrit quelque chose de nouveau. »« Les vitamines que nous t'avons achetées la dernière fois, » répond-il un peu agacé. « Tu as oublié? Tu vois, maman, ta mémoire te joue des tours. » Je n'ai pas oublié. Je n'ai jamais pris aucune des vitamines qu'ils m'ont apportées. Quelque chose me disait de ne pas le faire. Je les prendrai plus tard, dis-je en repoussant les pilules. Véronique et Nathan échangent un autre regard. Maman, tu dois les prendre avec le repas, insiste Nathan. J'ai dit que je les prendrais plus tard, dis-je, surprise de ma propre fermeté. Nathan soupire mais n'insiste pas. Nous commençons à manger. Je goûte la soupe avec précaution. Elle a un goût étrange, difficile à identifier. Métallique, amer. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais quelque chose ne va pas. C'est bon? Demande Véronique en m'observant attentivement. Très. Je mens et fais semblant de manger, mais je n'avale presque rien. Pendant le déjeuner, Nathan parle de son travail, de nouveaux modèles de voitures arrivés à la concession. Véronique hoche la tête et le complimente comme d'habitude. Il ne pose presque aucune question sur ma vie, sur la façon dont je fais face à la mort d'Henri. Il parle de moi à la troisième personne, comme si je n'étais pas là. Nous pensons que maman a besoin de plus de repos, dit Nathan à Véronique. Je suis tout à fait d'accord. À son âge, elle ne devrait pas se fatiguer avec les tâches ménagères. Je suis là, je leur rappelle.
Et je suis parfaitement capable de m'occuper de la maison. Nathan sourit avec indulgence. Bien sûr, maman. Mais nous nous inquiétons pour toi. Depuis la mort de papa, tu es un peu ailleurs. Ailleurs. Je sens la colère monter en moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu oublies de prendre tes médicaments. Il fait un signe de tête vers les pilules non touchées. Tu dis que tu te sens mal après avoir mangé, alors que Véronique te prépare des repas diététiques. C'est ton âge, maman. Et le stress après la mort d'Henri, ajoute Véronique avec une fausse sympathie. Je les regarde tous les deux et les vois soudain sous un jour complètement différent. Nathan, mon fils, que j'ai mis au monde, élevé et à qui j'ai donné tout mon amour. Et maintenant, il est assis en face de moi, me parlant comme si j'étais une enfant. Et il semble plus intéressé par le contenu des placards que par mon bien-être. Et à côté de lui, Véronique, qui prépare une nourriture qui me rend malade et insiste pour que je prenne des pilules. Que se passe-t-il dans ma propre maison? Après le déjeuner, je me sens légèrement étourdie, même si je n'ai presque pas mangé de soupe. Peut-être que je suis juste fatiguée. Ou est-ce de la paranoïa due à la solitude? Henri disait toujours que j'avais trop d'imagination. Maman, tu as l'air pâle, remarque Nathan. Tu devrais peut-être t'allonger. Je vais bien, je réponds, même si la pièce commence à tourner un peu. Non, tu ne vas manifestement pas bien. Véronique s'approche et me prend le bras. Viens, je vais t'aider à monter dans ta chambre. Je veux protester, mais je n'en ai pas la force. Je la laisse me conduire à l'étage, dans la chambre que je partageais avec Henri. Elle m'aide à m'allonger et m'enlève même mes chaussures. Repose-toi, Eva, dit-elle en me couvrant d'une couverture. Nathan et moi allons rester en bas pour ranger la cuisine. Je hoche la tête, trop faible pour discuter. Quand elle part, je fixe le plafond, essayant de comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je me sens mal à chaque fois qu'ils viennent? Pourquoi insiste-t-il tant pour que je prenne ces pilules? Et que cherchait Nathan dans nos documents, à Henri et à moi? J'entends leur voix étouffée depuis le rez-de-chaussée. Je n'arrive pas à distinguer les mots, mais le ton de Nathan semble impatient, et Véronique répond d'un ton rassurant. De quoi parle-t-il? De moi? De la maison? Je ferme les yeux, sentant l'épuisement m'envahir. Avant de sombrer dans le sommeil, je prends une décision. Demain, j'appellerai Lucille, ma vieille amie et collègue. Elle a toujours été perspicace et honnête. Si je deviens folle de chagrin et de solitude, elle me le dira franchement. Et sinon, si mes soupçons sont fondés, elle m'aidera à découvrir la vérité. Je me réveille au son de pas dans l'escalier. En ouvrant les yeux, je vois que le crépuscule est déjà tombé. Ai-je dormi plusieurs heures? La porte de la chambre s'entr'ouvre et Nathan entre. Maman, tu es réveillée? Véronique et moi partons. Je t'ai laissé le dîner dans le frigo. Il suffit de le réchauffer. Et n'oublie pas de prendre tes vitamines, d'accord? Je hoche la tête, faisant semblant d'être plus endormie que je ne le suis vraiment. Merci d'être passé. Bien sûr, maman. On se soucie de toi, dit-il en s'approchant pour m'embrasser sur le front. On reviendra dans quelques jours pour voir comment tu vas. Appelle-nous si tu as besoin de quelque chose. Alors qu'ils partent, j'entends leur voiture démarrer et le crissement des pneus sur le gravier de l'allée. C'est seulement alors que je me permets de me réveiller complètement et de m'asseoir dans le lit. Ma tête tourne encore un peu, mais ça va mieux. Je descends lentement et me dirige directement vers le réfrigérateur. Là, comme Nathan l'a dit, se trouve une boîte avec le dîner. Je l'ouvre et jette son contenu dans la poubelle sans réfléchir. Puis, je sors une conserve de soupe libique du placard et la fais chauffer. En mangeant la simple soupe de tomates en conserve, qui n'a jamais eu un goût aussi bon, je pense à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Au comportement étrange de Nathan et Véronique, au goût métallique de la soupe, aux vertiges qui ont commencé après le déjeuner. Je me souviens comment, il y a un mois, juste après les funérailles d'Henri, Nathan a suggéré que je devrais peut-être vendre la maison et déménager dans une maison de retraite. Ils prendront soin de toi là-bas, maman, avait-il dit. J'avais refusé catégoriquement. Cette maison est tout ce qu'il me reste de ma vie avec Henri. Nos souvenirs sont dans chaque recoin, dans chaque objet. Je ne suis pas prête à m'en séparer. Et puis, il y a 2 semaines, ces visites avec la nourriture et les vitamines ont commencé. Et à chaque fois qu'il partait, je me sentais mal. Je regarde mes mains, ridées, aux veines saillantes. 76 ans, c'est une vie assez longue. Peut-être que je deviens vraiment paranoïaque.
Peut-être que Nathan a raison et que ce n'est que l'âge et le stress après la mort d'Henri. Mais quelque chose en moi, une sorte d'instinct de survie, me dit, non, ce n'est pas de la paranoïa. Quelque chose se passe, et je dois découvrir quoi. Je me dirige vers le téléphone et compose le numéro de Lucille. Elle répond à la 3e sonnerie. Allô, Lucille. C'est Eva, dis-je, soulagée d'entendre sa voix. J'ai besoin de te parler. C'est important. Lucille est arrivée le lendemain de mon appel. Elle a toujours été comme ça. Si vous avez besoin d'aide, elle laisse tout tomber et accourt. Nous nous sommes rencontrés il y a 40 ans, lorsque nous avons toutes deux commencé à travailler à l'école primaire des Pins. Elle enseignait les mathématiques, j'enseignais le français. Depuis lors, notre amitié a tout enduré, les divorces les siens, pas les miens, les maladies, les joies et les pertes. Je l'ai accueillie à la porte, et elle m'a immédiatement serré dans ses bras. Lucille sentait toujours le savon à la lavande et les bonbons à la menthe qu'elle suçait constamment depuis qu'elle avait arrêté de fumer dans les années 60. « Eva, ma chère. » Elle s'est reculée et m'a regardé attentivement. « Tu as l'air pâle. »« Entre, ai-je dit, la conduisant dans le salon où j'avais déjà préparé du thé et des biscuits. Lucille s'est assise dans le fauteuil en face de moi, posant son sac bombé à côté d'elle. Elle transportait toujours la moitié de sa maison avec elle, comme aimait à le plaisanter Henri. Alors, a-t-elle commencé sans préambule. Raconte-moi ce qui se passe. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à tout lui raconter. Les visites de Nathan et Véronique, la nourriture qui me rendait malade, les pilules qu'ils appelaient des vitamines, la façon dont Nathan avait fouillé dans nos documents. Lucille a écouté sans m'interrompre, plissant seulement les yeux de temps en temps lorsque je mentionnais des détails particulièrement troublants. Tu vois, ai-je conclu. Je ne sais pas si je deviens folle de chagrin ou si quelque chose se passe vraiment. Lucille a posé sa tasse de thé et m'a pris la main. Eva, je te connais depuis 40 ans. Tu n'es ni folle ni paranoïaque. Si tu sens que quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Ces paroles m'ont apporté un soulagement. Quelqu'un me croyait. Ne me prenez pas pour une vieille femme sénile. Que devrions-nous faire, ai-je demandé. D'abord, Lucille a plongé la main dans son sac sans fond. J'ai apporté ça. Elle a sorti un petit carnet relié en cuir et un stylo. Commence à tout noter. Chaque visite, ce qu'ils apportent, ce que tu manges, quels symptômes apparaissent ensuite. Date, heure, tout. Si quelque chose se passe vraiment, nous avons besoin de preuves. J'ai pris le carnet. Il était neuf, avec des pages blanches attendant des mots qui pourraient changer ma vie. Et ensuite, a poursuivi Lucille, sortant un récipient en plastique de son sac. S'ils apportent à nouveau de la nourriture ou des pilules, mets-en un peu là-dedans. Mon neveu travaille dans un laboratoire. Il peut vérifier ce qu'il y a dedans. Tu penses qu'il pourrait? Je n'ai pas pu finir la phrase. Je ne pense rien du tout, a dit fermement Lucille. Je veux juste qu'on en soit sûr. C'est peut-être juste une coïncidence et ta mauvaise santé est liée à autre chose. Mais il vaut mieux vérifier. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange mélange de peur et de soulagement. Peur à l'idée que mon propre fils puisse me vouloir du mal. Soulagement de ne plus être seule. En attendant, Lucille s'est levée. Je vais rester avec toi quelques jours. On dira que je suis venue te soutenir après la mort d'Henri. Ce ne sera même pas un mensonge. Tu n'es pas obligé. Ne discute même pas. Elle a levé la main, arrêtant mes objections. J'allais te rendre visite de toute façon. Et en plus, je veux voir ton fils et sa femme de mes propres yeux. Ce soir-là, après que Lucille soit rentrée chez elle pour prendre ses affaires, je me suis assise dans ma chambre et j'ai ouvert le carnet. Sur la première page, j'ai écrit « Journal d'observation d'Eva Lambert ». Puis, j'ai commencé à noter tout ce dont je me souvenais des dernières visites de Nathan et Véronique. Jeudi 27 juin. Nathan et Véronique sont arrivés vers 14 heures. Véronique a apporté de la nourriture dans des boîtes. Soupe de poulet et ragoût de légumes. Après le déjeuner, j'ai eu mal à la tête et la nausée. Vendredi 28 juin. Faiblesse toute la journée. Lundi 1er juillet. Nathan et Véronique sont arrivés à 17 heures. Ils ont apporté un gratin et une salade de fruits. Véronique a insisté pour que je prenne des vitamines. J'ai fait semblant de les avaler, mais je les ai jetés. Après le dîner, j'ai eu de forts vertiges et j'ai vomi pendant la nuit. Jeudi 4 juillet. Ils sont arrivés à 11 heures, plus tôt que d'habitude. Véronique a préparé le déjeuner dans ma cuisine.
La soupe avait un goût étrange. Nathan cherchait quelque chose dans nos documents. Après leur départ, vertige et faiblesse. En regardant ses notes, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Le schéma était trop évident pour être une coïncidence. Mais que faisait-il exactement? Et pourquoi? Mes pensées ont été interrompues par la sonnerie du téléphone. C'était Nathan. Maman, ça va? Sa voix semblait inquiète, mais maintenant, je n'étais plus sûre de sa sincérité. Ça va, ai-je répondu, essayant de donner à ma voix un ton normal. Lucille vient me rendre visite pour quelques jours. La pause à l'autre bout du fil a été courte mais perceptible. Lucille, ton amie de l'école. Oui, elle veut me soutenir après la mort de ton père. Oh. Autre pause. C'est bien. Tu ne devrais pas être seule. Véronique et moi pensions passer demain, mais nous ne voulons probablement pas vous déranger. Vous ne dérangerez pas, ai-je dit, souhaitant soudain qu'ils viennent pendant que Lucille était là. Venez pour le dîner. Lucille serait ravie de vous voir. Non, non, a répondu rapidement Nathan. Nous avons beaucoup à faire demain. Nous passerons un autre jour. Après la conversation, je suis restée assise, fixant mon téléphone. Nathan ne voulait clairement pas rencontrer Lucille. Craignait-il qu'elle remarque quelque chose, ou ne voulait-il tout simplement pas partager mon attention avec quelqu'un d'autre? Le lendemain, Lucille est arrivée avec une valise et des sacs de course. Je vais nous préparer un vrai repas, a-t-elle dit en déballant les sacs dans la cuisine. Et sans saveur bizarre, promis. Nous avons passé toute la journée à parler du passé, de nos années d'école, de nos enfants. Son fils et sa fille vivent dans d'autres régions, mais t'appellent souvent et viennent pour les vacances. Nous n'avons pas parlé de mes soupçons, mais ils flottaient dans l'air comme un nuage invisible. Le soir, alors que nous étions assises dans le salon avec des verres de vin, Lucille a insisté sur le fait qu'un peu d'alcool ne me ferait pas de mal. J'ai décidé de poser la question qui me tourmentait toute la journée. Lucille, penses-tu vraiment que Nathan pourrait? Encore une fois, je n'ai pas pu le dire à voix haute. Elle a pris une gorgée de vin et m'a regardé sérieusement. Je ne sais pas, Eva. Mais tu as dit qu'après la mort d'Henri, il a commencé à parler de vendre la maison. Et quand il a appris que la maison t'appartenait entièrement, il a commencé à agir bizarrement. C'est suspect. J'ai soupiré en me souvenant de cette conversation. C'était une semaine après les funérailles. Nathan est venu seul, sans Véronique, et s'est assis en face de moi à la table de la cuisine. Maman, avait-il commencé, je pense que tu devrais envisager de vendre la maison. Vendre la maison. J'étais abasourdie. Mais pourquoi? Elle est trop grande pour toi toute seule. L'entretien coûtera cher. Et en plus, il y a tellement de souvenirs de papa ici. Ce sera dur pour toi. C'est ma maison, Nathan, avais-je répondu. C'est la maison que ton père et moi avons partagée. Je ne déménage pas. Il avait l'air déçu, mais s'est vite ressaisi. D'accord, maman. C'est ta décision. Mais sache que Véronique et moi sommes toujours là pour t'aider. Si tu changes d'avis, je peux m'occuper de la vente. J'ai un agent immobilier qui peut le faire rapidement. Merci, mais non, avais-je dit fermement. La maison reste avec moi. Comme tu voudras, avait-il dit en se levant pour partir. Au fait, il faudra régler la succession de papa. Sais-tu à qui il a légué la maison? À moi, avais-je répondu simplement. La maison a toujours été à mon nom, Nathan. Ton père y a insisté quand nous l'avons achetée. Il disait que cela me protégerait toujours. Le visage de Nathan avait changé. Ce n'était que pour un instant, mais je l'avais remarqué. Un mélange de surprise et de déception. D'agacement. Je vois, avait-il finalement dit. Eh bien, ça simplifie les choses. La décision t'appartient donc entièrement. Il était parti alors, et quelques jours plus tard, les visites avec la nourriture et les pilules avaient commencé. Eva. La voix de Lucille m'a ramené au présent. Tu es là. Désolée, j'étais perdue dans mes pensées, ai-je dit en posant mon verre sur la table. Tu sais, après cette conversation sur la maison, Nathan a changé. Il est devenu plus attentionné, mais ce n'est pas le genre d'attention que je lui connaissais enfant. C'est autre chose, de plus mécanique. Et quand exactement ces problèmes de santé ont-ils commencé? A demandé Lucille. Après leur première visite avec la nourriture, ai-je soupiré. Je ne veux pas croire que mon propre fils. Nous ne savons encore rien avec certitude, m'a interrompu Lucille.
Rassemblons des preuves, et ensuite nous tirerons des conclusions. Les jours suivants, j'ai continué à prendre des notes dans mon carnet. Lucille était là pour moi et je me sentais mieux. Pas de nausées, de vertige ou de faiblesse. Nous avons cuisiné ensemble, fait les courses et sommes même allés au cinéma voir une comédie avec Meryl Streep qui nous a fait rire comme des collégiennes. Le 4e jour de la visite de Lucille, Nathan a appelé. « Maman, comment vas-tu? Ton ami est toujours là? » « Oui, Lucille est toujours là, » ai-je répondu. « Nous passons un excellent moment. » « C'est bien. » Sa voix semblait incertaine. « Écoute, Véronique et moi aimerions passer demain. Nous devons discuter de quelque chose d'important. » « Bien sûr, venez, » ai-je dit en regardant Lucille, qui a hoché la tête en entendant mes paroles. « Nous vous attendrons pour le dîner. » Après l'appel, Lucille m'a regardé sérieusement. « Ils apporteront probablement quelque chose, de la nourriture ou des pilules. Nous devons être prêtes. » Elle a sorti une petite caméra de son sac. « C'est de mon petit-fils. Il est passionné de technologie. La caméra enregistre sur une carte mémoire et on peut la cacher n'importe où. Tu veux que nous espionnions mon fils? » J'étais choquée. « Je veux que nous te protégions, » a dit fermement Lucille. « S'il est innocent, personne ne verra jamais ces enregistrements. Mais si quelque chose se passe, nous aurons des preuves. » Le lendemain, Nathan et Véronique sont arrivés pile à l'heure pour le déjeuner. Comme prévu, Véronique portait un grand sac de provisions. « Maman, » Nathan m'a embrassé sur la joue. « Tu as meilleure mine. La compagnie de ton ami te fait du bien. »« Bonjour, Eva. » Véronique a souri de son faux sourire. « J'ai fait ta tourte au poulet préféré. »« Comme c'est gentil, » a interjeté Lucille en s'avançant. « Mais j'ai déjà préparé le dîner. J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à des lasagnes. » Véronique et Nathan ont échangé des regards rapides. « Bien sûr que non, » a dit Nathan après une pause. « Mais peut-être que maman aimerait goûter la tourte de Véronique. Elle a mis tant de cœur à l'ouvrage. »« J'adorerais goûter les lasagnes de Lucille, » ai-je dit fermement. « On peut garder la tourte pour un autre jour. » Nous sommes allés dans la cuisine où Lucille avait déjà mis la table. Le dîner a commencé dans une atmosphère tendue. Nathan a essayé d'entretenir la conversation, parlant de son travail et de ses projets de vacances. Véronique était principalement silencieuse, jetant de temps en temps un coup d'œil à Lucille, qui, à son tour, ne la quittait pas des yeux. Après le déjeuner, alors que nous buvions du café, Nathan est finalement allé droit au but. « Maman, Véronique et moi pensions. Peut-être que tu devrais venir vivre avec nous pendant un certain temps. Jusqu'à ce que tu t'habitues à vivre sans papa. » J'ai senti Lucille se raidir à côté de moi. « Pourquoi devrais-je déménager ?» ai-je demandé sans détour. « Je suis très bien dans ma maison. »« Mais tu es toute seule, » a interjeté Véronique. « Nous avons une grande maison avec une chambre d'amis. Nous pourrions veiller sur toi. »« Merci, mais non, » ai-je dit fermement. « Je me débrouille très bien toute seule. Et puis, j'ai des amis qui me rendent visite. » Nathan avait l'air déçu. « Maman, nous nous inquiétons juste pour toi. Tu te plaignais de ta santé. Tu te souviens? »« Oh, tout ça va très bien maintenant, » a interjeté Lucille innocemment. « Vous savez, Nathan, j'ai remarqué qu'Eva va mieux quand elle mange de la nourriture normale, faite maison. Pas d'aliments transformés, pas d'additifs étranges. » Véronique a pâli. « Que voulez-vous dire? » « Rien de spécial, » a haussé les épaules Lucille. « Juste une observation. Certains aliments peuvent déranger l'estomac, surtout à notre âge. » Nathan s'est empressé de changer de sujet. « Quoi qu'il en soit, maman, réfléchis à notre offre. Tu n'as pas à décider tout de suite. » En partant, Véronique a laissé la tourte dans le réfrigérateur malgré mes protestations selon lesquelles ce n'était pas nécessaire. Dès que leur voiture s'est éloignée, Lucille a sorti le récipient et y a mis un morceau de tourte. « J'emmène ça à mon neveu demain. Voyons voir ce qu'il y a dedans. » Ce soir-là, après le départ de Nathan et Véronique, Lucille et moi étions assises dans le salon, discutant de leur visite. « As-tu remarqué comment Véronique a réagi quand j'ai parlé de la nourriture ?» a demandé Lucille. Elle a pâli. « Eva. Elle cache quelque chose. » « Peut-être qu'elle est juste blessée que nous n'ayons pas mangé sa tourte, » ai-je dit, ne voulant toujours pas croire au pire. « Peut-être, » a concédé Lucille. « Mais nous le saurons assez tôt. » Le lendemain, pendant que Lucille emmenait l'échantillon de tourte chez son neveu, j'ai décidé d'explorer la maison.
Quelque chose dans le comportement de Véronique pendant sa visite m'avait rendue méfiante. Elle avait jeté plusieurs coups d'œil dans le salon, comme si elle en évaluait la taille ou l'agencement. J'ai lentement fait le tour du rez-de-chaussée, essayant de voir ma maison à travers les yeux d'un étranger. Le salon spacieux avec sa cheminée, la salle à manger, la cuisine avec des appareils neufs qu'Henri et moi avions achetés il y a à peine 2 ans, le bureau que mon mari aimait tant. La maison était en excellent état. Nous en avions toujours pris grand soin. En montant à l'étage, j'ai jeté un coup d'œil dans les chambres. Notre chambre principale, la chambre de Nathan qui servait maintenant de chambre d'amis, une autre chambre où je gardais mes livres et faisais parfois de la couture, et le bureau, qui avait été converti en une autre chambre d'amis. 4 chambres, 2 salles de bain, et maintenant tout m'appartenait. Je me suis assise sur le lit dans ma chambre et j'ai regardé autour de moi. Tout ici respirait les souvenirs. Les photographies au mur, ses livres sur la table de chevet, le réveil qu'il réglait toujours avec 5 minutes d'avance pour ne pas être en retard. Soudain, j'ai compris pourquoi Nathan voulait que je vende la maison ou que je déménage chez eux. Ce n'était pas seulement par souci pour moi. En descendant, j'ai sorti les documents de la maison du meuble de classement dans le bureau. Oui, elle était enregistrée entièrement à mon nom. Henri y avait insisté lorsque nous l'avions achetée il y a 30 ans. Quoi qu'il m'arrive, avait-il dit à l'époque, tu seras en sécurité. Et maintenant qu'il était parti, je commençais à comprendre à quel point il avait eu raison. J'ai remis les documents dans le meuble et suis retournée au salon. Assise dans un fauteuil, j'ai fermé les yeux, essayant de rassembler mes pensées. Si mes soupçons étaient corrects, si Nathan et Véronique essayaient vraiment de, quoi? M'empoisonner? Me forcer à vendre la maison? Se débarrasser de moi pour pouvoir tout hériter? Le bruit de la porte d'entrée a interrompu mes pensées. Lucille était de retour, le visage grave. Qu'y a-t-il? Ai-je demandé, sentant mon cœur s'emballer. Mon neveu a pris l'échantillon, a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi. Les résultats arriveront dans quelques jours. Mais il a dit que, d'après l'odeur et l'apparence, il pourrait y avoir quelque chose qui cloche. Il va tester la présence de métaux lourds et d'autres toxines. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement engourdie. Une partie de moi espérait encore que ce soit une sorte d'erreur, que mon fils ne puisse pas me vouloir du mal. Mais une autre partie, plus rationnelle, commençait déjà à accepter l'amère vérité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je demandé. On attend les résultats, a répondu Lucille. Et sois prudente. S'ils reviennent, ne mange rien de ce qu'ils t'apportent. Et ne reste pas seule avec eux. Ce soir-là, alors que je me préparais à aller au lit, Lucille a frappé à la porte de ma chambre. Eva, j'ai trouvé quelque chose, a-t-elle dit en entrant. Elle tenait un petit mètre ruban dans ses mains. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, bien que je le sache déjà. C'était dans le sac de ta belle-fille. Elle l'a laissé dans la salle de bain et je l'ai trouvé en allant prendre une douche. Elle a oublié de le ranger, a dit Lucille innocemment. Mais nous savions toutes les deux que ce n'était pas un accident. J'ai pris le mètre ruban. C'était un mètre de chantier standard, du genre utilisé pour mesurer des pièces, des distances pour des meubles, ou les dimensions d'une maison en rénovation. Il planifie déjà des travaux, ai-je murmuré. Dans ma maison. On dirait bien. Lucille s'est assise à côté de moi sur le lit. Eva, nous devons être prêtes à l'éventualité que les résultats des tests confirment tes soupçons. J'ai hoché la tête, sentant les larmes monter à mes yeux. Non pas par peur ou apitoiement, mais par l'amertume de la trahison. S'ils essaient vraiment de se débarrasser de moi, ai-je dit lentement. Que allons-nous faire? Lucille m'a serré la main. Nous irons à la police, Eva. Avec les preuves. Ils ne peuvent pas te faire de mal et s'en tirer comme ça. Cette nuit-là, je suis restée longtemps éveillée, fixant le plafond et pensant à Nathan, au petit garçon que j'avais mis au monde, à qui j'avais appris à marcher et à parler, à qui je lisais des histoires avant de dormir et pour qui je préparais des gâteaux d'anniversaire. Comment en étions-nous arrivés là? Où avais-je échoué en tant que mère? Où n'était-ce pas moi? Peut-être que c'est le monde qui est devenu ainsi, avide, froid, où les valeurs matérielles sont plus importantes que les liens familiaux. Au matin, je me suis réveillée avec une ferme décision. Si mes soupçons sont confirmés, je ne resterai pas silencieuse. Je ne laisserai ni la peur ni un faux amour maternel m'arrêter. Si Nathan et Véronique essaient vraiment de m'empoisonner, ils en répondront devant la loi. Au petit déjeuner, j'ai partagé mes pensées avec Lucille. Tu as raison, a-t-elle dit en nous servant du café. Tu ne peux pas les laisser faire ça, même si c'est ton fils. Tu sais,
ai-je dit en prenant une gorgée de mon café chaud. Quand Henri est mort, je pensais que le pire était derrière moi. Qu'est-ce qui pourrait être pire que de perdre son mari après presque 50 ans de mariage? Mais ça, être trahi par son propre fils. C'est pire. Lucille a posé sa main sur la mienne. Tu es forte, Eva. Tu l'as toujours été, et tu surmonteras ça aussi. Ce jour-là, nous avons décidé de prendre plus de mesures. Lucille a installé la petite caméra dans la cuisine, la pointant vers le plan de travail où Véronique cuisinait habituellement. J'ai sorti le vieux sac d'Henri du placard et y ai mis tous les documents. Les papiers de la maison, les relevés bancaires, le testament, tout ce qui pourrait intéresser Nathan. Emmenons ça chez moi, a dit Lucille. Ce sera plus en sécurité là-bas. Le soir venu, nous avions terminé tous les préparatifs. Les documents étaient cachés. La caméra était installée, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de contrôler la situation. Quand le téléphone a sonné, nous avons toutes les deux sursauté. C'était Nathan. Maman, sa voix semblait tendue. Ton ami est toujours là. Oui, Lucille est toujours là, ai-je répondu, en essayant de paraître calme. Et combien de temps compte-t-elle rester? Il y avait une pointe d'irritation dans sa voix. Je ne sais pas. J'ai regardé Lucille, qui m'a fait un signe de tête. Peut-être encore une semaine ou deux. Nous sommes bien ensemble. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Je vois. Maman, nous devons parler de la maison, de ton avenir. C'est important. D'accord. Ai-je accepté? Venez demain pour le dîner. Lucille sera là aussi. Je préférerais qu'on parle seul, a insisté Nathan. S'il s'agit de ma maison, Lucille peut être présente, ai-je dit fermement. C'est une vieille amie et elle me donnera de bons conseils. Autre pause. Plus longue cette fois. D'accord. Nathan et Véronique sont entrés dans la maison avec les mêmes sourires forcés que je commençais maintenant à reconnaître au premier coup d'œil. J'ai senti le dictaphone dans la poche de mon gilet. Petit, mais lourd de la responsabilité qu'il portait. Lucille se tenait à côté de moi, sa présence me donnant de la force. « Maman, tu as meilleure mine », a dit Nathan en m'embrassant sur la joue. « Le repos te fait visiblement du bien. »« Oui », a ajouté Véronique. « Tu as l'air vraiment rafraîchie, Eva. » Ils sont entrés dans le salon et j'ai remarqué que cette fois, ils n'avaient pas apporté de nourriture. La présence de Lucille avait peut-être changé leur plan. Ou peut-être avaient-ils décidé de procéder différemment. Alors, a commencé Nathan une fois que nous étions tous assis. Nous voulions parler de la maison et de ton avenir, maman. J'ai hoché la tête, sentant mon cœur commencer à battre plus vite. J'ai discrètement appuyé sur le bouton d'enregistrement du dictaphone dans ma poche. Je t'écoute. Véronique et moi pensons que tu serais mieux dans une maison de retraite, a dit Nathan sans détour. Ils prendront soin de toi là-bas. Tu seras entouré de gens de ton âge, et tu n'auras pas à te soucier de l'entretien de la maison. Que adviendra-t-il de ma maison, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Nous la vendrons, bien sûr, a haussé les épaules Nathan comme si c'était une évidence. L'argent servira à payer ton séjour à la maison de retraite, et le reste, eh bien, nous pourrons l'investir ou l'utiliser pour tes autres besoins. Je l'ai regardé, mon fils unique, que j'aimais plus que ma propre vie, et je n'ai vu que de l'avidité et de l'impatience dans ses yeux. Il n'essayait même pas de le cacher. Nathan, ai-je dit calmement. Je ne déménage pas dans une maison de retraite, et je ne vends pas ma maison. Son visage a changé. Le sourire a disparu. Maman, sois raisonnable. Tu as 76 ans. Tu ne peux pas vivre ici seule. Pourquoi pas, a interjeté Lucille. Eva se débrouille très bien. Elle a toute sa tête. Elle est active. Elle a des amis qui lui rendent visite. Véronique a lancé un regard hostile à Lucille. Excusez-moi, mais c'est une affaire de famille. Nous nous soucions du bien-être d'Eva. Vraiment. Lucille a haussé un sourcil. Et c'est pour ça que vous mettez quelque chose dans sa nourriture. Il y a eu un silence. J'ai vu Nathan et Véronique échanger des regards rapides, leur visage se figer un instant, puis Nathan a ri, mais cela sonnait faux. De quoi parlez-vous? Nous cuisinons juste de la nourriture saine pour maman. Avec de l'arsenic? Ai-je demandé sans détour, le regardant droit dans les yeux. Nathan a pâli. Quelle bêtise racontes-tu? Maman, de quoi parles-tu? J'ai sorti l'enveloppe avec les résultats des tests de la poche d'un autre gilet, pas celui avec le dictaphone,
et je l'ai posé sur la table basse entre nous. J'ai fait faire des tests, Nathan. J'ai fait analyser la nourriture que tu m'as laissée. Elle contient de l'arsenic. Véronique s'est levée d'un bond, le visage déformé par la colère. C'est de la calomnie. Vous nous accusez d'essayer de vous empoisonner. Comment osez-vous? Assieds-toi, Véronique, a dit Nathan doucement, les yeux fixés sur l'enveloppe. Maman, te rends-tu compte de ce que tu dis? Tu accuses ton propre fils de tentative de meurtre. J'espère que je me trompe, ai-je répondu, sentant les larmes monter à mes yeux, mais les retenant. Prouve-moi que j'ai tort, Nathan. Il a pris l'enveloppe et l'a ouverte, parcourant les résultats des tests. Son visage était inexpressif, mais ses mains tremblaient légèrement. C'est un faux, a-t-il dit finalement. N'importe qui pourrait imprimer un bout de papier comme ça. Alors faisons-le tester officiellement, a suggéré Lucille. Appelons la police, donnons-leur des échantillons de la nourriture que vous avez apportée, et laissons-les faire une analyse. Nathan a jeté le papier sur la table. C'est absurde. Maman, penses-tu vraiment que moi, ton fils, j'essaierai de t'empoisonner? Pourquoi? Pour la maison, ai-je répondu simplement. Tu as toujours voulu cette maison. Et quand tu as découvert qu'elle m'appartenait entièrement et que je n'allais pas la vendre? C'est de la paranoïa, s'est exclamée Véronique. Vous êtes une vieille femme malade qui voit des complots partout. Surveillez votre langage, a dit sèchement Lucille. Vous parlez à la mère de votre mari. Nathan a levé la main, arrêtant Véronique. Maman, écoute. Je comprends que ça a été dur pour toi depuis la mort de papa. Tu te sens seule, peut-être même abandonnée. Mais nous accuser d'essayer de te tuer, c'est trop. Nous sommes ta famille. Nous ne voulons que ton bien. Sa voix semblait sincère, et pendant un instant, j'ai failli le croire. Presque. Mais... Ensuite, je me suis souvenu du goût métallique de la soupe, des vertiges, de la faiblesse, de la nausée. Je me suis souvenu de lui fouillant dans les documents, de Véronique mesurant les pièces. Si vous êtes innocent, ai-je dit, vous ne vous opposerez pas à une enquête officielle. Nathan a soupiré, feignant la patience. Très bien, maman. Si ça peut te rassurer, faisons le test. Mais je te préviens, quand les résultats reviendront négatifs, nous aurons une conversation sérieuse sur ta santé mentale et la nécessité pour toi de te faire aider. Marché conclu, ai-je accepté. Après leur départ, Lucille et moi sommes restés assises en silence pendant un long moment. Finalement, elle a demandé, « Qu'en penses-tu » ? Ils savent qu'ils sont foutus, ai-je répondu. Nathan n'a accepté une enquête officielle que parce qu'il est sûr que nous n'irons pas à la police. Il pense que je ne pourrai pas porter plainte contre mon propre fils. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je me suis levée, me sentant soudainement déterminée. Appeler l'inspecteur Martin, lui faire envoyer ses hommes pour recueillir des preuves, et aussi, je veux parler au docteur Moreau. Le lendemain, Lucille et moi sommes allés à la clinique du docteur Moreau. Il était notre médecin de famille depuis plus de 20 ans, avait suivi la santé d'Henri jusqu'à la fin, et je lui faisais plus confiance qu'à n'importe quel autre médecin. Le docteur Moreau nous a accueillis dans son bureau où tout était resté inchangé depuis des années. Les mêmes diplômes au mur, le même bureau à l'ancienne, les mêmes photos de sa famille. Cette constance m'a toujours rassurée. Eva, il s'est levé pour me saluer. C'est bon de vous voir. Vous avez l'air troublée. Je lui ai présenté Lucille et nous nous sommes assises. Puis je lui ai tout raconté, les visites de Nathan et Véronique, la nourriture au goût de métal, les symptômes, les résultats du test d'arsenic. Le docteur Moreau a écouté attentivement, son visage devenant de plus en plus sérieux. L'arsenic, a-t-il dit pensivement quand j'ai eu fini. Un poison classique. Les symptômes que vous décrivez correspondent à un empoisonnement à l'arsenic. Et vous dites que la police est déjà au courant. Oui, ai-je hoché la tête. Mais j'ai besoin de votre rapport médical. Je veux que mon état et la cause possible soient officiellement documentés. Le docteur Moreau a hoché la tête. Bien sûr. Je vais vous faire une prise de sang pour analyse et nous ferons un examen complet. S'il y a vraiment de l'arsenic dans votre système, nous le trouverons, et je vous donnerai un rapport officiel qui pourra être utilisé au tribunal si cela en arrive là. Il a fait une pause, puis a ajouté, « Eva, je connais Nathan depuis qu'il est enfant. C'est difficile de croire qu'il soit capable de ça. Mais en tant que médecin, j'ai vu toutes sortes de choses, et je sais de quoi les gens sont capables quand il s'agit d'héritage ou de biens. » Après la clinique, Lucille et moi sommes allés au commissariat.
L'inspecteur Martin nous a rencontrés et nous a conduites dans son bureau. Nous avons un enregistrement de votre conversation, a-t-il dit, mais malheureusement, il n'y a pas d'aveu direct. Cependant, compte tenu des résultats de l'analyse de la nourriture et de votre témoignage, nous avons suffisamment de motifs pour ouvrir une enquête. Nous avons obtenu un mandat de perquisition pour leur domicile. Un mandat de perquisition. J'étais choqué. Que espérez-vous trouver? De l'arsenic, a répondu l'inspecteur. S'ils ont vraiment essayé de vous empoisonner, ils doivent avoir une source de poison. De nos jours, ce n'est pas si facile d'acheter de l'arsenic, surtout en quantité suffisante pour empoisonner quelqu'un. Je me suis souvenu que Véronique travaillait dans un cabinet dentaire. Aurait-elle pu avoir accès à des produits chimiques? J'ai partagé cette pensée avec l'inspecteur. Intéressant, a-t-il noté dans son carnet. Nous allons vérifier ça aussi. Quand je suis rentré à la maison, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Détermination, amertume, peur et, étonnamment, soulagement. Maintenant que l'enquête officielle était en cours, je n'étais plus seul dans mes soupçons. La justice, avec ses protocoles, ses procédures et son impartialité, se dressait maintenant entre moi et mon fils, dont je savais maintenant avec certitude qu'il avait tenté de me tuer. Lucille est restée avec moi quelques jours de plus. Nous attendions les résultats de la prise de sang du docteur Moreau et des nouvelles de l'inspecteur Martin. Nathan n'a pas appelé ni n'est passé, ce qui était étrange. Il appelait généralement le lendemain de nos rencontres pour prendre de mes nouvelles. Ils font profil bas, a dit Lucille au petit déjeuner le 3e jour après notre visite à la police. Ils savent que nous nous doutons de quelque chose et attendent, ou planifient quelque chose de nouveau, ai-je ajouté, et nous nous sommes tus toutes les deux, pensant à ce dont Nathan et Véronique pourraient encore être capables. Le téléphone a sonné, interrompant nos sombres pensées. C'était le docteur Moreau. Eva, a-t-il dit sérieusement. Les résultats sont là. J'aimerais que vous veniez à la clinique. Il vaut mieux en discuter en personne. 1 heure plus tard, nous étions assises dans son bureau, regardant les papiers qu'il avait étalés devant nous. Des graphiques, des chiffres, des termes médicaux. Rien de tout cela ne signifiait grand-chose pour moi. Mais l'expression du docteur Moreau disait tout. De l'arsenic a été détecté dans votre sang, a-t-il dit sans détour. Le niveau n'est pas mortel, mais il est significativement supérieur à la normale. Cela confirme un empoisonnement systématique à petite dose. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement engourdi. C'était une chose de le suspecter, mais une autre d'en avoir la confirmation médicale. Qu'est-ce que cela signifie pour ma santé, ai-je demandé. L'arsenic est éliminé du corps avec le temps, a répondu le docteur Moreau. Mais une exposition répétée peut entraîner des conséquences graves. Des dommages au foie, aux reins, au système nerveux. C'est une bonne chose que nous l'ayons découvert maintenant. Il a fait une pause, puis a ajouté, j'ai préparé un rapport officiel pour la police. Avec ces résultats, ils auront des preuves sérieuses contre Nathan et sa femme. Alors que nous quittions la clinique, mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu. Madame Lambert, ici Carla Morrison du cabinet dentaire Sourire Radieux. Je suis l'infirmière en chef. On m'a dit que la police s'intéressait à notre employée, Véronique Lambert, et à son accès aux produits chimiques. J'ai pensé que je devais vous contacter directement. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Oui, c'est exact. Savez-vous quelque chose? J'ai remarqué quelque chose d'étrange dans notre inventaire il y a quelques mois, a dit Carla. Certains produits chimiques manquaient, y compris des composés contenant de l'arsenic. Nous les utilisons en très petite quantité pour certaines procédures dentaires. J'ai mené une enquête interne, mais je n'ai pas pu déterminer qui les avait pris. Maintenant que la police pose des questions sur Véronique. Vous pensez que c'était elle? Ai-je terminé pour elle? Je n'ai aucune preuve, a dit rapidement Carla, mais elle avait accès à l'armoire à produits chimiques. Et les disparitions ont commencé à peu près au moment où elle a commencé à faire des gardes de nuit, restant souvent seule au cabinet. Je l'ai remerciée pour l'information et lui ai demandé de contacter l'inspecteur Martin. Elle a accepté et nous avons mis fin à la conversation. Encore plus de preuves, a dit Lucille quand je lui ai raconté l'appel. L'étau se resserre, Eva. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons trouvé un message sur le répondeur de l'inspecteur Martin nous demandant de le rappeler dès que possible. J'ai immédiatement composé son numéro. Madame Lambert, a-t-il dit quand je me suis présentée. Nous avons des nouvelles.
Nous avons effectué une perquisition au domicile de votre fils et de sa femme. Dans leur chambre, dans un placard, nous avons trouvé un flacon de poudre blanche. L'analyse préliminaire indique qu'il s'agit d'arsenic. De plus, nous avons trouvé des notes sur l'ordinateur de Véronique concernant les dosages et les symptômes de l'empoisonnement à l'arsenic. Je me suis assise, sentant mes jambes se dérober sous moi. Les avez-vous arrêtés? Pas encore, a répondu l'inspecteur. Nous rassemblons toutes les preuves pour rendre le dossier inattaquable. Mais nous avons mis leur maison sous surveillance. Ils ne s'échapperont pas. Après cette conversation, je suis restée assise en silence pendant un long moment, essayant de donner un sens à tout ce qui s'était passé. Mon fils, mon Nathan, que j'ai mis au monde, élevé et à qui j'ai donné tout mon amour, il a vraiment essayé de me tuer. Pour une maison, pour de l'argent. Comment te sens-tu? A demandé Lucille en s'asseyant à côté de moi. Vide, ai-je répondu honnêtement. Et un étrange sentiment de soulagement. Maintenant, je connais la vérité, aussi amère soit-elle. Ce soir-là, Lucille et moi avons décidé d'installer une autre caméra dans le salon, au cas où Nathan et Véronique décideraient de revenir. Je ne pensais pas qu'ils oseraient, sachant que nous les soupçonnions, mais il valait mieux être prudent. Le lendemain a apporté un nouveau rebondissement. Le docteur Moreau a appelé tôt le matin. « Eva, a-t-il dit, je viens de parler à l'inspecteur Martin. Il m'a demandé de vous examiner à nouveau et de prélever des échantillons de cheveux pour analyse. Les cheveux conservent les traces d'arsenic plus longtemps que le sang et peuvent révéler un historique de l'empoisonnement. 1 heure plus tard, il était chez moi avec une mallette médicale et un mandat officiel pour prélever des échantillons. La police ne voulait laisser aucune faille dans le dossier. « Comment vous sentez-vous » a demandé le docteur Moreau lorsqu'il a fini de m'examiner et de prélever plusieurs mèches de mes cheveux pour analyse. « Physiquement, je vais mieux, ai-je répondu. Depuis que j'ai arrêté de manger la nourriture qu'il m'apportait, les symptômes ont presque disparu. Mais émotionnellement. Il a hoché la tête, comprenant sans mots. C'est la pire sorte de trahison, Eva. La trahison de sa propre chair et de son propre sang. Personne n'est préparé à ça. Vous savez ce qui est le plus étrange, ai-je dit, regardant par la fenêtre le jardin où le petit Nathan jouait autrefois. Je l'aime toujours. Malgré tout ce qu'il a fait, une partie de moi voit encore le petit garçon que j'ai élevé. C'est naturel, a répondu le docteur Moreau. L'amour d'une mère ne disparaît pas comme ça. Mais en ce moment, il est important de vous protéger, Eva. Nathan a fait son choix, et maintenant il doit en assumer les conséquences. Après le départ du docteur Moreau, Lucille et moi avons décidé d'aller dans le jardin. C'était une journée chaude, et l'air frais pourrait nous aider à nous éclaircir les idées. Nous étions assises sur un banc parmi les rosiers qu'Henri émettant lorsque mon téléphone a sonné. C'était l'inspecteur Martin. « Madame Lambert, a-t-il dit, nous avons toutes les preuves dont nous avons besoin. Nous sommes prêts à procéder à l'arrestation. Mais d'abord, je voulais vous demander, êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? C'est votre fils. » J'ai fermé les yeux, sentant le poids de la décision. Mais je me suis souvenu du goût métallique de la soupe, des vertiges, de la faiblesse. Je me suis souvenu de Nathan fouillant dans les documents, de Véronique mesurant les pièces. Je me suis souvenu des résultats des tests, qui ne pouvaient pas mentir. Oui, ai-je dit fermement. Je veux continuer. Ils ont essayé de me tuer et ils doivent en répondre. Très bien, a dit l'inspecteur avec respect. Nous procéderons à l'arrestation ce soir. Je vous tiendrai au courant. Après l'appel, je me suis sentie étrangement calme. La décision était prise. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je me protégeais, ma vie, ma maison, tout ce que ma propre famille avait essayé de m'enlever. Tu fais ce qu'il faut, a dit Lucille en me serrant la main. J'ai hoché la tête, regardant les roses qui commençaient à fleurir. Vive, forte, capable de survivre même aux hivers les plus rudes. Comme moi. Ce soir-là, alors que Lucille et moi regardions les informations, la sonnette a retenti. Je me suis tendue, n'attendant aucune visite. Lucille est allée ouvrir, et je suis restée assise, sentant soudain une faiblesse dans mes jambes. 1 minute plus tard, elle est revenue avec l'inspecteur Martin. « Madame Lambert », a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. « Je voulais vous informer personnellement que nous avons arrêté votre fils et sa femme. Ils sont en garde à vue et seront inculpés de tentative d'assassinat. » J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Lors d'une perquisition de leur voiture,
Nous avons trouvé une autre fiole d'arsenic et des notes sur la façon d'accélérer le processus, a poursuivi l'inspecteur. Il semble qu'il prévoyait de passer à des mesures plus agressives après votre dernière conversation. Ont-ils dit quelque chose, ai-je demandé, trouvant enfin ma voix. Véronique accuse votre fils de tout. Elle dit que c'était son idée et qu'elle ne faisait que l'aider. Nathan garde le silence et demande un avocat. Typique, ai-je pensé. Nathan a toujours fui ses responsabilités. Même enfant, c'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Quelle est la suite, ai-je demandé. Demain, le tribunal fixera la caution, mais compte tenu de la gravité des accusations, ils resteront très probablement en détention provisoire jusqu'au procès. Ensuite, il y aura une audience préliminaire où le procureur présentera les preuves, et si le juge les estime suffisantes, l'affaire ira en jugement. Il a fait une pause, puis a ajouté, « Vous devrez témoigner, Madame Lambert. Êtes-vous prête à le faire ?» J'ai regardé la photo d'Henri sur la cheminée. Qu'aurait-il fait à ma place? Je connaissais la réponse. Il a toujours défendu la vérité, même quand elle était douloureuse. Oui, ai-je dit. Je suis prête à dire la vérité. Après le départ de l'inspecteur, Lucille et moi sommes restés longtemps assises en silence. Finalement, elle a demandé, « Comment te sens-tu » ? Étrangement, ai-je répondu. Soulagée et triste à la fois. Ils sont en état d'arrestation. Je ne suis plus en danger. Mais en même temps, j'ai perdu mon fils, Lucille. Même s'il sort de prison dans quelques années, il ne sera plus jamais mon fils. Lucille m'a serré dans ses bras, et je me suis enfin permis de pleurer. Non pas de peur ou de douleur, mais d'un sentiment de perte profond et insupportable. Pas une perte physique, mais une perte émotionnelle. La perte de la confiance, de l'amour, de la famille. Le lendemain matin, le docteur Moreau a appelé. « Eva » a-t-il dit, « j'ai appris la nouvelle. L'inspecteur Martin m'a informé de l'arrestation. Comment allez-vous » ? Je tiens bon, ai-je répondu. C'est difficile, mais je vais m'en sortir. Je n'en doute pas, a-t-il dit avec confiance. Vous avez toujours été forte. Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Les résultats de votre analyse de cheveux sont arrivés, et ils confirment un empoisonnement chronique à l'arsenic au cours des 2 à 3 derniers mois. C'est une preuve solide, Eva. Avec ça, plus les autres preuves, le procureur aura un dossier en béton. Après avoir parlé au médecin, j'ai décidé de sortir dans le jardin. J'avais besoin d'air frais. J'avais besoin de sentir la vie autour de moi. J'étais assise parmi les rosiers d'Henri quand Lucille a appelé. « Eva » a-t-elle dit, « je viens de parler à mon neveu. Il a examiné de plus près ce morceau de tourte et a découvert que l'arsenic n'était pas seulement ajouté à la pâte. Il était concentré dans certaines zones, là où Véronique s'attendait probablement que tu manges. Ce n'était pas un empoisonnement accidentel, Eva. C'était soigneusement planifié. » J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. C'était logique. Véronique avait toujours été méthodique, même dans sa méchanceté. « Merci, Lucille, ai-je dit, pour tout. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. »« C'est à ça que servent les amis, » a-t-elle répondu simplement. Ce soir-là, assise dans ma maison, qui était maintenant un refuge sûr plutôt qu'un lieu de danger, j'ai sorti un vieil album photo. Des photos de Nathan enfant, adolescent, jeune homme. Quand est-ce que tout a mal tourné? Quand mon fils aimant s'est-il transformé en un homme capable de planifier froidement la mort de sa propre mère? Peut-être avait-il toujours été ainsi, et je n'avais tout simplement pas voulu le voir. Ou la vie l'avait-elle changé, l'avait-elle rendu dur, avide, impitoyable? Je ne connaissais pas la réponse, et je ne la connaîtrai peut-être jamais. En fermant l'album, je me suis approchée de la fenêtre. Il commençait à faire nuit dehors, mais les roses dans le jardin étaient encore visibles. Des taches de couleurs vives dans le crépuscule grandissant. La vie continuait, malgré tout. Et la mienne aussi. Le lendemain, l'inspecteur Martin m'a appelé. « Madame Lambert » a-t-il dit, « le tribunal a refusé la mise en liberté sous caution. Votre fils et sa femme resteront en détention provisoire jusqu'au procès. De plus, de nouvelles informations ont été révélées. Lors de la perquisition de leur domicile, nous avons trouvé des plans de rénovation de votre maison, datés d'avant le décès de votre mari. Il planifiait cela depuis longtemps. » J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Avant la mort d'Henri. Cela signifiait qu'ils attendaient sa mort, peut-être même. L'espéraient. Et puis ils s'en sont pris directement à moi.
Merci pour l'information, ai-je dit doucement. Il y a autre chose, a ajouté l'inspecteur. Véronique a accepté de coopérer avec l'enquête en échange d'une réduction de peine. Elle a fourni tous les détails de leur plan, y compris les doses exactes d'arsenic qu'il ajoutait à votre nourriture et le délai dans lequel ils espéraient atteindre leur objectif. J'ai fermé les yeux, les imaginant assis autour d'une table, discutant de la quantité d'arsenic à ajouter pour me tuer, mais en faisant passer cela pour une mort naturelle. Comment ils planifiaient mes funérailles, les rénovations de ma maison, leur nouvelle vie sans moi. Merci, inspecteur, ai-je répété. Tenez-moi au courant. Après cette conversation, j'ai décidé d'appeler le docteur Moreau. J'avais besoin de conseils médicaux, mais aussi d'un soutien amical. Eva, a-t-il dit en entendant ma voix, j'allais justement vous appeler. Les résultats de vos derniers tests sont arrivés. L'arsenic commence à quitter votre système, mais ce sera un long processus. J'aimerais mettre en place un plan de traitement pour accélérer la désintoxication. Nous avons convenu de nous voir le lendemain. Avant de raccrocher, le docteur Moreau a dit « Eva, je sais que c'est difficile à croire en ce moment, mais vous allez vous en sortir, physiquement et émotionnellement. Vous êtes une femme forte. » Ces mots m'ont rappelé Henri, qui disait toujours la même chose. Peut-être avaient-ils tous les deux raison. Ce jour-là, j'ai beaucoup pensé à l'avenir. À comment continuer à vivre après une telle trahison. À savoir si je pourrais un jour refaire confiance aux gens. À ce qu'il adviendrait de Nathan et Véronique lorsque le tribunal rendrait son verdict. Le soir, Lucille est arrivée avec des nouvelles. J'ai parlé à un avocat que je connais, a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi sur le canapé. Il a dit qu'avec les preuves que nous avons, l'affaire est pratiquement irréfutable, surtout maintenant que Véronique a témoigné contre Nathan. Elle a toujours été pragmatique, ai-je dit amèrement. Même maintenant, elle ne pense qu'à elle-même. L'affaire n'ira probablement pas en jugement, a poursuivi Lucille. On proposera à Nathan une procédure de plaidé coupable pour éviter un procès complet. S'il accepte, il prendra 10 à 15 ans. S'il n'accepte pas et que l'affaire va en jugement, il pourrait risquer jusqu'à 25 ans pour tentative d'assassinat avec préméditation. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement engourdi. 10, 15, 25 ans? Ce n'étaient que des chiffres. Il ne pouvait pas mesurer la douleur de la trahison. Ne pouvait pas ramener le fils que j'avais perdu. Pas à cause de la prison, mais à cause de ses propres actions. Et la maison? Ai-je demandé soudainement. Je ne suis pas sûre de vouloir rester ici après tout ce qui s'est passé. C'est ta décision, Eva, a dit doucement Lucille. Personne ne te force à la prendre maintenant. Tu as le temps d'y réfléchir. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'Henri. Il se tenait dans notre jardin, au milieu des roses, souriant, de ce sourire spécial qu'il me réservait toujours. Tu iras bien, Eva, a-t-il dit. Tu as toujours été plus forte que tu ne le penses. Quand je me suis réveillée, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Oui, j'irai bien. J'ai survécu à la perte de mon mari après presque 50 ans de mariage. J'ai survécu à une tentative d'assassinat par mon propre fils. J'ai survécu à la trahison de ma famille. Et je continuerai à vivre, quoi qu'il arrive. Au matin, j'ai appelé l'inspecteur Martin. Je veux savoir, ai-je dit sans détour. Devrais-je témoigner au tribunal si Nathan accepte une procédure de plaidé coupable? Non, a répondu l'inspecteur. S'il y a un accord, il n'y aura pas de procès. Il y aura seulement une audience de détermination de la peine où vous pourrez faire une déclaration sur l'impact du crime sur la victime si vous le souhaitez. Une déclaration sur l'impact. Comment pourrais-je mettre en mots ce qui m'était arrivé? Comment pourrais-je expliquer à un tribunal que la pire blessure n'était pas physique mais émotionnelle? La perte de la confiance, la perte de ma famille, la perte de la sécurité dans ma propre maison. J'y réfléchirai, ai-je dit. Ce jour-là, je suis allée à la clinique du docteur Moreau pour commencer un traitement visant à éliminer l'arsenic de mon corps. Pendant que l'infirmière préparait la perfusion, le docteur Moreau s'est assis à côté de moi et m'a expliqué la procédure. C'est un traitement par chélation, a-t-il expliqué. Le médicament se lie aux métaux lourds dans votre corps et aide à les évacuer. Le traitement durera plusieurs semaines, avec des pauses entre les séances. Est-ce que j'irai bien? Ai-je demandé. Physiquement, oui, a-t-il répondu. Étant donné que l'empoisonnement a été détecté relativement tôt, il ne devrait pas y avoir d'effet à long terme sur votre santé. Émotionnellement, cela dépend de vous, Eva. Mais je vous connais assez longtemps pour être sûr que vous irez bien.
Ces mots, encore une fois. Peut-être que tout le monde autour de moi voyait en moi une force que je ne voyais pas toujours en moi-même. Alors que j'étais sur le point de partir, le docteur m'a arrêté. Eva, a-t-il dit, je voulais vous le suggérer depuis un moment. Peut-être devriez-vous parler à un psychologue. Non pas parce que je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, mais parce que ce que vous avez vécu est traumatisant, et parfois, une aide professionnelle peut faciliter le processus de guérison. J'y ai réfléchi. Autrefois, j'aurais refusé, croyant que je devais m'en sortir seule. Mais maintenant, après tout ce qui s'était passé, je commençais à comprendre qu'accepter de l'aide n'était pas un signe de faiblesse. J'y réfléchirai, ai-je dit. Et cette fois, je le pensais vraiment. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe sur mon paillasson. À l'intérieur se trouvait un document officiel, une convocation pour une audience préliminaire dans l'affaire Nathan et Véronique Lambert, accusés de tentative d'assassinat. L'audience était prévue pour la semaine suivante. Je me suis assise sur le canapé, tenant le papier dans mes mains. Tout devenait réel, officiel, irréversible. Mon fils et sa femme allaient être jugés pour avoir tenté de me tuer. Leur nom serait dans les journaux, leur visage sur les écrans de télévision. Notre tragédie familiale deviendrait de notoriété publique. Je ne savais pas si j'étais prête pour ça, mais je n'avais pas le choix. Le papier dans mes mains ne mentait pas. Tout comme les résultats des tests montrant de l'arsenic dans mon sang et mes cheveux ne mentaient pas. La vérité était amère, mais c'était la vérité. Ce soir-là, je suis restée longtemps assise dans le jardin, parmi les roses qu'Henri aimait tant. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'or et de pourpre. J'ai pensé au passé, à l'avenir, à quel point la vie est étrange et imprévisible. Il y a 3 mois, j'étais une épouse, une mère et une grand-mère heureuse. Maintenant, j'étais une veuve, la victime de mon propre fils. Une femme qui avait échappé de peu à la mort aux mains de ses plus proches. Mais j'étais toujours en vie. Je pouvais encore voir le coucher du soleil, sentir les roses, faire des projets pour l'avenir. Et c'était le plus important. Le lendemain, j'ai décidé de rendre visite à Lucille. Elle avait toujours été là pour moi dans les moments difficiles, et maintenant j'avais besoin d'une amie. Nous nous sommes assises dans sa petite cuisine confortable, buvant du thé et parlant de l'avenir. « Que vas-tu faire de la maison ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. Une partie de moi veut la vendre et recommencer ailleurs. Il y a trop de souvenirs, bons et mauvais. Mais une autre partie, c'est la maison d'Henri et la mienne, Lucille. Nous l'avons choisie ensemble, y avons planifié notre vie, créé nos souvenirs. Lucille a hoché la tête, comprenant ma confusion. Tu as le temps de décider. Rien ne te force à faire un choix maintenant. Tu sais, ai-je dit en regardant par la fenêtre son jardin bien entretenu. Le plus étrange dans cette situation, c'est que je me sens plus vivante, plus réelle. C'est comme si j'étais endormie avant et que maintenant, je suis réveillée. C'est affreux, n'est-ce pas? J'ai dû traverser un tel cauchemar pour commencer à vraiment apprécier la vie. Ce n'est pas affreux, a dit doucement Lucille. C'est humain. Parfois, nous avons besoin de situations extrêmes pour comprendre ce qui est vraiment important. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message sur mon répondeur de l'avocat du procureur. Il voulait me rencontrer pour discuter des détails de l'audience à venir et d'une éventuelle procédure de plaidé coupable pour Nathan. Je l'ai rappelé, et pris rendez-vous pour le lendemain. Puis, je suis restée longtemps assise dans mon fauteuil, regardant les photos sur la cheminée. Henri, Nathan, moi, tous ensemble devant notre maison, souriants, heureux, ou du moins en apparence. Qu'aurait dit Henri s'il avait su ce qui s'était passé? Aurait-il pardonné à Nathan? Voudrait-il que je lui pardonne? Je ne connaissais pas les réponses à ces questions, et je ne les connaîtrai peut-être jamais. Mais je savais une chose. La vérité, aussi amère soit-elle, valait mieux qu'un doux mensonge. Le papier ne ment pas. Les tests ne mentent pas. Les faits ne mentent pas. Et maintenant que la vérité était révélée, tout ce que je pouvais faire, c'était vivre avec et aller de l'avant. Le docteur Moreau avait raison. J'étais forte. Henri avait raison. J'allais m'en sortir. Lucille avait raison. J'avais un avenir, et j'étais prête à y faire face, quoi qu'il advienne.